Alors c'est Vivre avec les dieux, là ça a été une expérience assez intéressante qui a duré 10 ans. Pendant 10 ans on a fait une équipe d'anthropologie visuelle. On a fait un film d'abord qui était une pitié, La rancune et le prophète, qui était sur un personnage à Dabou, enfin tout près de Dabou, en Côte d'Ivoire, sur le terrain de Marc Auger, et en collaboration aussi avec Jean-Pierre Dozon. Et Catherine de Clipel, qui a toujours collaboré avec moi. Et donc, on a fonctionné pendant une dizaine d'années. Après ce premier film, on a décidé de faire une série. Donc, on l'a proposé. Et donc, on a fait une coproduction avec Arte et la RTBF. Et donc, on a fait. Là, ce volume, il y a 5 films, dont 2 DVD. Et un texte qui est soit écrit par Marc Auger, moi et Dozon. Et donc la plus grosse partie, ça traite de l'anthropologie visuelle, et donc là j'en suis l'auteur. Mais ce qui était assez original, c'est que là on a les deux ensemble, on n'a pas à aller chercher ailleurs. Et donc, et en même temps, il y a peu de sommes sur des expériences. Même il y a eu des exemples. Bon, il y a l'exemple majeur de Wiseman, qui est quand même une grande référence, parce qu'on a publié. Mais alors lui, il n'a pas publié, mais on a publié beaucoup sur lui. Donc il y a moyen de faire des corpus. Mais là, ce qui était aussi formidable, c'est qu'on a vraiment fonctionné en équipe. Avec il y a dans les 5 films, il y en a un qui est donc sur le terrain d'Auger, un sur le terrain de Jean-Pierre Dozon en Côte d'Ivoire, puis il y en a un qui est avec Gemma Orobic au Venezuela. Gemma, c'était une étudiante de Marc Auger, mais qui est devenue prof et même chef de département à Barcelone. Et elle est allée pas une seule fois, mais plusieurs fois chez les Poumés, qui n'est pas sans rapport avec la possession non plus, parce que là, il y a une sorte de libération dans l'imaginaire. Ces Poumés vivent dans un dénuement absolument catastrophique, ils sont des semi-nomades, mais ils sont dans une sorte de pampa presque stérile, enfin, où il n'y a pas grand-chose. Donc ils vivent un peu de pêche, un peu de chasse. Ils cultivent quelques ignames et de temps en temps ils reçoivent une vague aide alimentaire, surtout quand il y a des campagnes électorales. Et c'est vraiment un dénuement considérable. Mais alors la particularité, c'est qu'ils ont un rituel qui a lieu 2 ou 3 fois par semaine, hein, la nuit, toute la nuit, et qui s'appelle le tonré, et où il y a un cantador qui chante, et il est soutenu par des choristes qui sont. Alors le cantador est souvent un homme, mais c'est en train de changer vaguement aujourd'hui. Les choristes sont des filles, et ils sont stimulés par des cigares. Ils fument des cigares, c'est dans une fumée absolument incroyable. Et ils prennent un hallucinogène qui s'appelle le yopo, qui est fabriqué, bon, c'est montré dans le film et tout ça. Et là, ils voient des choses, ils voyagent, ils vont récupérer des âmes perdues, enlevées par des dieux, et donc ils vont se confronter aux dieux, ils se battent parfois avec eux, etc. Et ils récupèrent ou pas un principe vital qui s'appelle Pumeto, alors non traduit vaguement par âme, mais normalement on ne devrait pas le traduire, c'est une instance de la personne qui s'échappe et qui s'en va. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ils disent que si le cantador est bon, à un moment donné, c'est plus lui qui chante, c'est les dieux. Donc les dieux sont au-dessus de lui. Il n'y a pas d'incorporation comme une possession véritable, mais c'est le dieu qui chante, ce qui est quand même très étonnant. Et alors, la clé de l'histoire est fournie par une sorte d'anamnèse post-rêve éveillé,
où à la fin, quand le jour se lève, les dieux s'en vont et les hommes se réveillent, de leur réveiller. Et là, on interroge le Cantador sur ce qu'il a vu quand il était Dieu, quand il était un Dieu. Et il y a plusieurs dieux, etc. Et donc il raconte son aventure, et donc on l'a fait dans le film aussi, avec un personnage extraordinaire qui est César, c'est l'intellectuel du coin, enfin, qui est assez impressionnant. Et donc, bon, c'était un exemple sur ça. Alors on a fait un autre film qui s'appelle Les dieux dans la ville, Les esprits dans la ville, pardon, avec Véronique Boyer, donc, qui était aussi une étudiante de Marc Auger, qui a fait tout un travail sur... elle a fait beaucoup de choses, maintenant elle est devenue aussi une anthropologue très confirmée, mais à l'époque, son travail, c'était sur des cultes Mina qui n'étaient pas exactement candomblés. C'était un peu une forme mineure dans l'échelle de prestige des différents cultes afro-américains. Mais qui étaient sur des entités qu'on appelle caboclos. Et les caboclos, c'est un nom difficile parce que ça désigne aussi des métis indiens marginaux qui vivent en bord des rivières comme chasseurs-collecteurs, mais aussi non loin des villes parce qu'ils vendent le résultat de leur pêche. Et donc ces gens assez misérables. Mais ça, c'est à distinguer des cabocles en tant que divinités, qui, eux, sont à la fois représentés par des statues comme dans les magasins de mode, les mannequins, hein, qui sont fabriqués par des ateliers, etc. Et ils ont chacune leur personnalité, et ils sont aussi incarnés par la possession. Et donc dans le même temple, baraka, ou comme on les appelle, on peut avoir une statue de Donaïta, qui est une indienne, et une possédée qui l'incarne aussi. Et donc, on s'est beaucoup basé sur un groupe de femmes. Et alors, ces femmes, en fait, imposent à leur entourage une relation avec un dieu qui est sur la métaphore amoureuse. La divinité aime trop l'individu et donc le prend en possession, même si la divinité est elle-même une femme. Et donc la progression dans le culte, c'est réussir sa relation, comme on réussirait sa relation avec un partenaire humain. Et en même temps, ça crée du lien social entre des femmes qui s'entraident, il y a des réseaux d'échange, il y a des luttes de pouvoir, il y a des hiérarchies, etc. Et donc ça a été... c'était au début des années 90, là, je crois qu'on a tourné en 93 par là. Et donc, mais ça continue. Alors, c'est simplement cette personne-là sur laquelle on s'était centré, elle a changé de catégorie, elle est passée des cabocles au candomblé. Donc, il y a une sorte de promotion interne avec... Mais c'est très vivant. C'était à Belém, donc dans le nord du Brésil, et c'est encore très, très, très vivant, avec évidemment un thème masculin-féminin particulier, parce que quand une femme est séduite par un dieu, et souvent ça se déclare à l'école, au lycée, ou même à l'école primaire parfois, la relation avec un mari est difficile. Alors soit le mari accepte, et il devient lui-même un agent du culte, ou bien il s'en va, quoi. Et donc c'est aussi un moyen peut-être pour une femme de se libérer éventuellement d'un mari qui ne leur convient pas tout à fait, quoi. Et donc on voit très bien que dans le film, il y a un père de famille dont la femme et la fille sont possédées. Et la chef de culte est la fille. Donc la fille a autorité sur sa mère dans le cadre initiatique. Elles s'entendent très bien. Mais le mari, on voit bien qu'il craint un petit peu ces deux femmes-là chez lui. Et nous aussi, c'était assez curieux, quand on tournait le film, il se demandait pourquoi nous, on s'intéressait à ça, plutôt qu'à aller boire des bières avec lui, quoi. Il trouvait ça étrange. Et là aussi, ces femmes
une femme, par exemple, qui a un maintien social extrêmement réservé dans sa vie normale, peut incarner une courtisane qui boit de l'alcool, qui s'assied sur les genoux des hommes. Et donc il y a un côté cathartique assez évident dans le film, ou en tout cas, il y a une performance, et une performance qui est appréciée par le public. Ça, on remarque dans beaucoup de cultes de possession, c'est-à-dire le public apprécie le jeu de l'acteur, même si le mot acteur doit être prendre avec des pincettes, puisque la personne ne se pose pas comme acteur, elle se pose comme incarnant sincèrement. Et il n'y a pas de paradoxe du possédé comme il y aurait un paradoxe du comédien. Et donc il y a un film tourné aussi sur un terrain de Marc Auger, ce qui s'appelle Les Dieux Objets, et qui est sur les vaudous du Togo, qui sont à peu près les mêmes qu'au Bénin. Vous savez, c'est des tout petits pays qui se jouxtent. Il y a beaucoup d'échanges, surtout qu'on est à la frontière. C'est sur le fleuve Mono à la frontière. Et donc là, c'est aussi basé sur un personnage avec qui donc on a réussi à le convaincre que c'était intéressant de faire un film sur lui, sur ce qu'il fait, etc. Et donc ça posait des problèmes d'échange, échange inégal ou pas, comment on fait, il y a une transaction, il y a presque toujours une transaction, même si elle n'est pas dite. Là, en l'occurrence, elle n'était pas dite, mais en partant, on a refait le toit de sa maison, qui prenait l'eau d'un peu partout. Et donc, bon, c'est important cette question. Ça a été un tabou. Stéphane Breton, dans le film Eux et moi, là, a cassé ce tabou en montrant les transactions. Mais il y a toujours de la transaction. On fait toujours. L'ethnologue aussi, quand il vient, il apporte des cadeaux, il fait des cadeaux pour les enfants, il apporte des choses pour la cuisine, etc. Enfin, il y a toujours un don et contre-don. Mais là, c'était intéressant parce qu'on a fait jouer à ce personnage son propre rôle. Mais c'est là qu'on lui a dit parfois, bon, comme tu nous expliquais l'autre fois, etc. Et donc, il refait la part du rituel, ou ou bien on le filme, on dit préviens-nous quand tu fais quelque chose, comme ça on peut. Alors on a aussi, Catherine avait dit, on avait l'expérience d'un film qui avait été difficile à monter parce que dans les pays chauds, les gens changent très souvent de costume. Et alors s'il y a beaucoup de monde, etc., très vite on ne reconnaît plus la personne. Eliane de la Tour faisait un film sur un homme polygame avec les 4 femmes, et les 4 femmes changeaient 3 fois de costume par jour. Donc ça devenait impossible de faire un récit. Donc Catherine a dit, quelle est la tenue qui te plaît le mieux, que tu mets tous les jours, enfin, donc il nous a montré une tunique bleue. Elle est allée chez un tailleur, elle a fait X tuniques bleues pour qu'il soit tunique bleue pendant toute la durée du film. Donc il y a un peu de fabrication, c'est pas gênant, c'est une fabrication pour être plus vrai d'une certaine manière. Donc il ne faut pas non plus être puritaniste au point de plaider pour l'idiotie au sens étymologique du terme, qui ne porte que sa propre vérité factuelle à un moment. On travaille, quand on fait un film, on travaille pour un surdestinataire qui n'est pas seulement celui qui va voir le film la semaine prochaine, mais aussi dans 10 ans, dans 20 ans, etc. Et donc on a une responsabilité d'auteur, comme on a aussi dans l'écrit d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était pour ça.